La mort de Jeffrey Epstein en prison, ça a soulevé une question vraiment troublante, mais comment est-ce que ça a pu arriver? Dans cette analyse, on va décortiquer l'enquête officielle et voir comment, malgré tout, un chemin vers la justice a quand même été trouvé pour ses victimes. Le 10 août 2019, la nouvelle tombe. Jeffrey Epstein est mort. Et là, tout de suite, le doute s'installe, les théories du complot explosent littéralement. La question est sur toutes les lèvres, comment un détenu aussi connu, aussi surveillé, as-tu pu mourir comme ça dans une prison fédérale de haute sécurité? Bon, face à la pression publique qui était juste énorme, le ministère de la Justice n'a pas eu le choix. Il a fallu intervenir, une enquête vraiment approfondie a donc été lancée pour tenter de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Alors, que dit le rapport officiel? Il est formel. Epstein a été retrouvé pendu dans sa cellule. Et il ne se trouvait pas n'importe où dans la prison, mais dans une section très spécifique, l'unité spéciale de logement, qu'on appelle aussi la SHU. Et ce qui est assez ironique dans tout ça, c'est qu'Epstein avait été placé dans cette unité d'isolement pour le protéger, justement à cause de sa notoriété. Une mesure de sécurité qui, on va le voir tout de suite, a été un échec, mais un échec spectaculaire. En fait, ce que le rapport de l'inspecteur général va conclure, c'est que la mort d'Epstein n'est pas un simple accident. Non, elle a été rendue possible par toute une série, une véritable cascade de défaillances graves de la part du personnel de la prison. La première erreur, et c'est peut-être la plus critique de toutes, ce n'est pas un simple oubli, c'est bien plus grave. C'est la violation directe d'un ordre formel, un ordre qui venait des psychologues de la prison. Epstein ne devait jamais, au grand jamais, être laissé seul dans sa cellule. Quand les enquêteurs se penchent sur les 24 heures qui précèdent sa mort, ils découvrent une chaîne d'erreurs qui est presque incroyable. Tout a commencé avec le transfert de son compagnon de cellule, le laissant seul, ce qui violait déjà les ordres. Et puis, comme on le voit ici, la surveillance elle s'est tout simplement arrêtée. Pendant des heures, imaginez, personne, absolument personne, n'est allé vérifier physiquement l'état d'Epstein ou même des autres détenus de l'unité. C'est une violation extrêmement grave du protocole de sécurité. Mais la négligence, ce n'était que le début. L'enquête a révélé quelque chose de bien plus grave. Les gardiens ont délibérément falsifié les registres de surveillance. Ils ont menti sur le papier pour faire croire qu'ils avaient fait leur travail. Et comme si ça ne suffisait pas, pour couronner le tout, la caméra de surveillance qui aurait pu tout filmer n'enregistrait pas. C'était une panne technique que le personnel connaissait, mais qui n'avait jamais été réparée. Le résultat? Zéro preuve vidéo de ce qui s'est passé devant sa cellule. Et la liste des manquements ne s'arrête pas là, loin de là. Le rapport a pointé d'autres problèmes graves. Par exemple, sa cellule n'a jamais été fouillée correctement, ce qui lui a permis d'accumuler un surplus de draps, le matériel même qu'il a utilisé. Il a même pu passer un appel téléphonique sans aucune surveillance, encore une violation flagrante du règlement. Alors, on peut se demander, avec toutes ces défaillances, tous ces problèmes, comment les enquêteurs ont-ils pu être si sûrs de la cause du décès? Eh bien, en rassemblant toutes les pièces du puzzle, l'inspecteur général et le FBI sont arrivés à une conclusion vraiment sans équivoque. Malgré toutes les théories du complot qui ont circulé, la conclusion officielle est sans appel, c'est un suicide. Et les preuves étaient accablantes. D'un côté, on a des actes préparatoires, comme le fait qu'il ait signé un Nouveau Testament juste avant et un précédent incident d'automutilation. Et de l'autre, on a l'absence totale de preuves d'un homicide. L'autopsie n'a trouvé aucune blessure de défense, personne d'autre n'a été vu près de sa cellule et tous les autres détenus étaient bien enfermés. L'enquête conclut donc au suicide. Fin de l'histoire? Pas vraiment. Parce que cette conclusion ouvre un nouveau chapitre, un chapitre particulièrement douloureux. Avec la mort d'Epstein, il ne pouvait plus y avoir de procès pénal. Et le rapport de l'inspecteur général le dit noir sur blanc, à cause des défaillances du bureau des prisons, les victimes ont été privées de leur procès, de leur chance d'obtenir justice au tribunal. Et comme un dernier coup de sa part, juste avant de mourir, Epstein avait posé un ultime obstacle, en plaçant toute sa fortune, 635 millions de dollars, dans un trust. Il a rendu extrêmement difficile pour les victimes de réclamer une compensation via les tribunaux civils. Alors face à cette situation qui semblait bloquée, les avocats des victimes ne se sont pas laissés abattre. Ils ont travaillé pour créer une voie alternative, une autre façon d'obtenir justice. Cette voie alternative, c'est le VCP, le programme d'indemnisation des victimes d'Epstein. L'idée, c'était d'offrir une porte de sortie pour éviter des années de bataille judiciaire. Un processus qui se voulait plus rapide, confidentiel et surtout moins traumatisant pour les survivantes qui voulaient juste obtenir justice. Et pour piloter ce programme, ils ont fait appel à une experte, Jordana Fellman, celle qui avait déjà géré le fonds d'indemnisation pour les victimes du 11 septembre.
Le processus était pensé pour être simple et totalement indépendant. Les victimes déposaient une plainte en toute confidentialité, cette plainte était évaluée et une offre d'indemnisation était faite. Libre à la survivante d'accepter ou de refuser. Et au final, le résultat est là. Ce sont 135 personnes, 135 survivantes des abus d'Epstein, qui ont pu obtenir une forme de réparation grâce à ce programme. Et en termes financiers, ça représente plus de 121 millions de dollars, un montant énorme qui a été redistribué. Et cet argent, il venait directement de la fortune d'Epstein, sa succession étant légalement obligée de payer. Et est-ce que ça a marché? Oui. Le programme a été largement considéré comme un succès. La preuve, la grande majorité des participantes, 92%, ont choisi d'accepter les offres d'indemnisation qui leur ont été faites. Alors, que retenir de toute cette histoire? On a un héritage vraiment paradoxal. D'un côté, l'échec total d'un système conçu pour punir. De l'autre, la création réussie d'un autre système, innovant, pour réparer. Ça laisse une question en suspens. La justice peut-elle vraiment exister quand les institutions mêmes qui sont censées la garantir sont les premières à faillir?